Voilà, c'est la matinale. On est en direct de TD50. Nous discutons avec Christian Mukendi, le président de CPG, le parti politique Congo prospère et grand. Christian, ce parti politique m'a l'air, je disais, complètement révolutionnaire. Vous me diriez d'où vous est venue cette idée-là. En tout cas, révolutionnaire en quoi? Vous évoluez à contre-courant de ce que font la plupart des partis politiques. Ils disent nous sommes là pour l'intérêt général, mais ils s'attendent simplement aux échéances électorales pour se déployer sur le terrain à travers des t-shirts et autres. Mais vous, en ce moment même, loin des échéances électorales, même bien avant aussi, vous étiez au contact des populations, vous mettez de la documentation à la population pour l'informer, le former, les sensibiliser à défendre son pays. Comment et pourquoi? En réalité, comme vous le dites, nous sommes réellement un parti révolutionnaire. Parce que comme le dit, je ne sais pas s'il a paraphrasé quelqu'un ou c'est lui qui l'a dit, mon aîné Zachary Bababa Soué, c'est qu'en temps de mensonge universel, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. Wow. Donc ça veut dire, dans le microcosme politique, le mensonge, c'est le maître mot. Le mensonge, c'est ça la stratégie. On pense que c'est ça qui marche mieux. En réalité, ce n'est pas qu'on pense, mais on sait que c'est ça qui marche. Donc, il faut dire des mensonges, il faut manipuler la population, parce qu'elle est formatée pour être propice à ces genres de discours, de propagande, en ces genres de leurres et de tout ce qui est mensonger, quoi. Et c'est pourquoi, dans notre approche, nous nous sommes dit qu'on ne doit pas fonctionner comme tous les autres partis politiques. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas commencer à faire des matinées politiques, il ne faudrait pas commencer à organiser des marches, il ne faudrait pas commencer à organiser des meetings où vous criez comme ça sur des foules qui viennent et qui vont demander l'argent, comme ils le demandent dans notre parti politique, qui viendront déjà avec des a priori, en se disant c'est quoi? C'est un parti politique, ils vous catégorisent déjà. Ils savent déjà comment ça va commencer, voilà, comment ça va terminer. Exactement. Et nous nous sommes dit non, on ne va pas fonctionner comme ça. Il faut commencer par changer de paradigme dans les têtes des Congolais. Il faut commencer par la sensibilisation, il faut commencer par le conditionnement. Parce qu'il y avait la partie de la sensibilisation qui avait déjà commencé. Et comme vous l'avez constaté, évidemment, nous sommes allés sur terrain, surtout pour cette question de la guerre qui nous a contraint même, je suis arrivé même jusqu'à Kichanga. On va nous balancer les images à un moment donné, j'ai envoyé à la régie. Oui. Mais là, on organise des conférences. L'année dernière, on avait organisé une conférence avec les jeunes de toute la classe politique, ce qui n'est pas très courant. Personnellement, je soutiens la vision du chef de l'État parce que j'ai eu à maintes reprises à discuter avec lui. Et c'est lui qui m'a beaucoup encouragé à lancer CPG. Parce qu'à la base, comme je l'ai dit, je suis entrepreneur. Mon cabinet d'études Enigma Strategy and Research travaillait déjà sur certains projets stratégiques, notamment avant même le lancement du projet de 145 territoires. On a fait des études, comme j'ai des enquêteurs dans l'ensemble du pays, même dans les 145 territoires. Et donc on est l'un de rares, si pas le seul cabinet qui sait, là, si je veux avoir les informations des 145 territoires, je clique du doigt comme ça, on me remonte les informations. Donc c'est notamment cet atout-là que nous avions vendu à l'époque à la présidence pour les accompagner. Et c'est ça qui avait fait qu'on commence à travailler. Et, dans le programme PDL 145 territoires. PDL 145 territoires notamment. Et comme j'ai cette fibre-là politique et que j'ai toujours un œil sur la politique et les vécus de nos populations, et c'est d'ailleurs pourquoi mon cabinet fait principalement les études d'impact sociaux et environnementaux, parce que je veux me rassurer que les projets qui sont réalisés touchent réellement les populations et changent réellement des vies. Et nous avons constaté justement qu'il y avait une rupture entre la population et la classe politique. Les politiques regardaient la population de haut. On est dans une forme de rendez-vous du donner et du recevoir, où chaque 5 ans, c'est comme un marché qui est organisé. Vous voyez, quand vous allez dans les villages, tout ça, certains villages reculés, les marchés, ce n'est pas chaque jour. Hein. On dit pas de marché chaque mercredi et chaque samedi. Et donc, les autres jours de la semaine, les gens se préparent pour le grand jour du marché. Les gens parcourent des kilomètres et se retrouvent à un endroit, ils font du troc, ils échangent, tout ça, ils achètent, et puis après, pouf, le marché disparaît. C'est exactement la même chose. Et j'ai même entendu le cardinal dire qu'il parlait de la gestion du pouvoir comme un gâteau, où les gens doivent se partager. Ce n'est peut-être pas exactement ça qu'il voulait dire,
mais dans le subconscient. Parce que parfois, la tête nous fait dire des choses qu'on croit fermement, même si ce n'est pas exactement ce qu'on voulait dire. Donc en réalité, dans le subconscient congolais, dans la conscience collective, nous considérons la gestion de la chose publique comme un gâteau qu'il faut partager. Vous voyez même comment notre loi est pas comme faite. Un service, justement, Voilà, pas comme un service à rendre à la population. Pas en faisant des choses pour que nous soyons le plus efficaces possible pour aider le pays à avancer et aider la population à trouver son compte. Non, tout est fait pour arrondir le plus les angles possibles, pour que les gens se mettent autour d'une table, pour que géopolitique, représentativité, c'est-à-dire vous entendez dans les discours, tout est fait pour que les acteurs qui font la politique puissent être le plus satisfaits possible, le plus servis possible, et non la population. Et entre-temps, oui, c'est au détriment de la population qui est manipulée, vous l'avez dit. Et vous venez comme pour déconstruire les choses, enlever un voile. Exactement. Enlever un voile pour que le Congolais retrouve sa dignité. Est-ce que ça sert, ce que vous faites maintenant? Quel retour avez-vous? Oui. Bon, le retour est très positif, parce que, comme je l'ai dit, on accepte, parce que nous disons toujours, c'est même le nom de notre regroupement, Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, parce que nous sommes comme les évangélistes d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'avènement d'un Congo prospère et grand. C'est Congo-là que nous espérons tous, mais qui n'est pas encore là. Et nous sommes comme des évangélistes qui viennent prêcher, certes dans les déserts, comme Jean-Baptiste, tout ça nous crions. Et comme vous dites que nous sommes des révolutionnaires, les révolutions mangent toujours leurs enfants. Et je dis toujours à mes collaborateurs, vous devez être prêts à tout. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que les présidents au sommet nous soutiennent, mais nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. Notre discours peut commencer à déranger certains. Certains des vôtres, justement, qui diront, mais finalement, il veut mettre la population contre nous. Exactement, tout ça. Il peut y avoir une très grande opposition devant, un antagonisme qui peut même, on va dire, certains peuvent même attenter à nos vies. Ce que nous faisons, j'ai été empoisonné dernièrement, j'ai passé beaucoup de temps de souffrance, j'étais obligé d'aller même jusqu'à Goma pour aller me faire soigner. Les risques que nous prenons là-bas, pour aller jusqu'au front, nous savons qu'on est fiché par les services rwandais, on est attaqué, il y a des menaces de mort tout le temps. C'est des risques que nous prenons pour l'État et pour notre pays, pour la patrie, et je dis toujours à mes collaborateurs qu'il faut vous préparer. Vous ne verrez peut-être pas Canaan, mais notre responsabilité, c'est de sortir le peuple d'Égypte. Pendant 400 ans, les Israélites, à l'époque, étaient en Égypte, c'était devenu leur quotidien. Ils étaient habitués à être fouettés, ils trouvaient ça normal. Ils étaient habitués à être au service des Égyptiens, ils trouvaient ça normal. Pourvu qu'à la fin, ils avaient de quoi manger, ils avaient où loger, tout ça, où il y avait leur camp à côté. C'était vraiment comme l'apartheid, quoi. Il y avait un camp de Juifs, des esclaves, et puis de l'autre côté, c'était l'Égypte moderne, où tout cela vivait. Ils trouvaient ça normal, pourquoi? Parce qu'ils ne savaient même plus d'où ils venaient. Parce que depuis leurs ancêtres, 4 siècles se sont passés, et donc ils étaient habitués à leur vie qu'ils vivaient. Mais un homme est venu pour leur dire « Niet, ici ce n'est pas chez vous, ce que vous vivez n'est pas normal. Il y a un pays où coule le lait et le miel qui a été promis à vos ancêtres, où vous devez aller. » Et ce Congo prospère et grand que nous prêchons à notre peuple, c'est le Congo qui nous a été promis à nos ancêtres, Lumumba et consorts, qui étaient jeunes comme nous, mais qui ne se sont pas laissés manipuler comme la jeunesse d'aujourd'hui. Ils ne faisaient pas face à une dictature, comme certains caricaturent Tshisekedi, tout ça, à des médiocres, comme vous pouvez le dire, tout ça. Mais il faisait face à la colonisation. Donc à l'époque où on pouvait te faire disparaître comme ça, on te tue et personne ne dira mot. Il n'y avait pas de loi, et il n'y avait de loi que pour des blancs. Et il y avait à peine des médias, et quelques journaux aussi, et qui pouvaient lire tout ça. Maigre, tout ça, et faible. Mais ils se sont levés, ils n'ont pas considéré leur propre vie, mais ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême pour que nous ayons l'indépendance. Parce qu'ils pensaient, à juste titre, qu'un Congo indépendant serait un Congo prospère et grand, un Congo de dignité pour chaque fils et fille de ces pays. Mais malheureusement, nous avons bafoué le combat de nos pères fondateurs et nous venons comme ces Moïse-là qui viennent après la génération des Jacob et des autres qui venaient de Canaan pour dire à notre peuple qu'il y a une grande destinée attachée à notre population, à notre pays, mais il faut que nous puissions nous lever. Et c'est pourquoi nous entreprenons des actions qui changent des paradigmes, qui remettent les Congolais vers l'essentiel. Pendant la période électorale, nous avions un regroupement, nous avions des candidats, mais en parallèle de la campagne électorale, on était focus sur l'essentiel.
Parce que vous n'avez pas fait pause comme feriez d'autres politiques, non, il y a des moyens qui sont orientés. Et même aujourd'hui, là, tout le monde attend le gouvernement, tout le monde veut savoir où il va se positionner. Tout ça. Nous continuons à travailler parce que l'État continue de vivre. Nos populations, là, chaque jour, les mêmes problèmes qu'ils avaient, parfois s'empirent. Donc les problèmes n'attendent pas les élections, les problèmes n'attendent pas les partages du pouvoir. Le Kagame n'a pas attendu les élections, tout ça. Et même pendant les élections, là, des villages étaient en train d'être occupés et nos populations étaient en train d'être tuées et massacrées chaque jour. Et les politiques, malheureusement, ont leurs yeux, leurs priorités. On ne peut pas leur en vouloir. C'est comme ça qu'ils sont formatés. C'est comme ça qu'ils ont été formés dans leur maison. Et on ne donne que ce qu'on est et ce qu'on a. Et nous venons avec autre chose pour dire à notre peuple que c'est vous qui êtes complices de ces gens. Vous ne savez pas, mais nous avons un système qui est totalement électoral. Le président actuel, je le répète, j'ai discuté avec lui, il a des excellentes idées, il a une parfaite connaissance de la situation, mais le président est enchaîné lui-même dans le processus électoral. Parce que la loi a été faite comme ça. Aujourd'hui, tout le monde s'est plaint qu'il ne s'est pas formé de gouvernement et on les compare au Sénégal, tout ça. Mais les gens ne se posent pas la question, c'est quoi la loi du Sénégal et c'est quoi la loi de la RDC? Tout est fait, les gens doivent s'asseoir. Il faut qu'il y ait de quotas. Celui où tu as autant de députés, tu dois avoir autant. Tu sens vraiment que c'est vraiment un marché où les gens sont en train de se partager. Mais il s'agit d'un même marché, en fait. Non, mais ce sont les gens de l'Union sacrée de la nation. Ne me dites pas que le président de la République n'a pas de mot à dire là-dessus. Non, en fait, ou à vouloir faire diligence aussi. Il peut pousser les choses. Oui. Nous l'avons vu, contrairement à la dernière fois, en 2018-2019, où le contentieux électoral a pris plus de temps, pour notamment les législatives. Cette fois-ci, il a rallongé un peu, il a raccourci un peu les choses. Le délai de la CENI était le 20 mars, mais à partir, je pense, du 13, on avait déjà les arrêts de la Cour. Donc, il y a des signaux positifs. Mais en tout cas, le président flirte avec la violation de la loi. Justement dans cette volonté de pouvoir bien faire. Mais malheureusement, s'il pousse le bouchon loin, les mêmes gens à qui profite le système vont instrumentaliser les médias, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas pour vous flatter, mais personnellement, je vous suis de loin et vous faites partie de ces journalistes-là qui ont encore des valeurs, qui redonnent encore, on va dire, goût au métier. Et on se reconnaît en vous, on sait que ce que vous apportez à la presse qui s'est clochardisée, c'est exactement ce que nous voulons aussi apporter à la politique, de la noblesse, le service. Parce que vous pouvez aussi vous vendre à tous ces gens-là qui payent les journalistes. Vous pouvez commencer à passer, à raconter votre vie, à défendre des gens qui détournent ou à défendre des gens qui ont des agendas, tout ça. Aujourd'hui, on voit dans les médias, ceux-ci attaquent ceux-là, les autres attaquent ceux-là. Un journaliste qui n'a jamais une position contraire par rapport à un homme politique. Et vous sentez qu'il ne défend même pas on va dire l'institution qui fait un travail, mais il défend l'individu. Qu'importe ce qui sera dit. Dès qu'il y a un commentaire négatif, il sort, il parle. Dès qu'il y a ceci, il sort, il parle. C'est-à-dire, on est vraiment dans une société où tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour du gain. Nous avons perdu les valeurs. Et ça, c'est dans toute l'échelle de la société. On va se plaindre du président, on va se plaindre des gens qui détournent de millions. Mais on est dans une forme de complicité ou on a assassiné nos consciences au point qu'on s'est dit, Jean-Marie prend l'argent de la RTN, de TD50, lui, il vole 10 000 $ par mois. Moi, j'ai fait ces reportages ou cette pub, on m'a donné 2 000. Pourquoi je vais ramener les 2 000 à la maison? Moi, je vais juste ramener 500. Les 1 500, c'est pour moi. Dans tous les cas, lui, il prend 10 000. Donc, ça veut dire que chacun s'arrange pour assassiner sa conscience, pour justifier ses actes. C'est voiler un peu la face, anesthésier son intelligence et sa moralité en justifiant ses tares par le fait que les autres font pire. Chose, ouais. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pourquoi, moi, j'incrimine toujours la population, parce que je me dis, les dirigeants sont à l'image du peuple. Et c'est pourquoi, vous voyez, on est beaucoup dans la sensibilisation, on est beaucoup dans la pédagogie pour faire réaliser à notre peuple le pouvoir qui est le sien. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui prennent en otage le pays,
c'est nous qui leur avons donné ces députés-là. Et c'est ce qu'ils vont faire demain. Parce que tu ne peux même pas diriger un marché si tu n'es pas issu d'un parti politique. Et donc ça veut dire tout part des élections. Si nous comprenons cela, et c'est le travail que nous allons faire pendant 5 ans, pour dire à notre peuple que ces gens-ci, nous allons parce que nous avons quand même des élus au Parlement, à l'Assemblée, gloire à Dieu, nos élus vont initier des réformes pour changer toutes ces lois-là qui font que les individus puissent prendre en otage le pays et qui concentrent le pouvoir vers une classe qui se partage tout. Et c'est pourquoi même le train de vie des institutions prend beaucoup plus une partie du budget, une très grande partie du budget par rapport aux investissements censés pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations. Justement parce que les gens sont comme dans un banquet où chacun doit se rassasier et rapporter le reste à sa famille. Oui, justement, à sa famille. Et donc, je voudrais bien qu'on revienne lors d'une prochaine émission pour parler de la politique politicienne qui fait du mal, en tout cas à nous-mêmes, parce que imaginez-vous, un politicien qui accapare tout, et même sa déventure, il y a des érosions qui arrivent. Lui, il a les yeux comme son avenue aveuglés. Même, son avenue est mal entretenue. Il préfère construire sa maison ici, un peu partout, à Kinshasa et même à l'étranger, alors qu'il ne sait même pas se promener. Tout ça, on va essayer d'en parler. On va dire qui est vraiment voilé entre la population et le public. Mais parlons de nos causes communes. Justement, cette question de la souveraineté nationale. Alors, dans vos objectifs, vous dites également que vous fédérez les différentes forces et courants afin de défendre et honorer notre drapeau, la mémoire de nos héros nationaux et achever leur lutte. Comment vous achevez Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que nous sommes héritiers d'une lutte. Nous sommes héritiers d'une lutte pour l'indépendance de notre pays. Et c'est pourquoi notre projet de société s'appelle Indépendance. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il y avait la génération des indépendances qui nous a fait accéder à la souveraineté nationale, mais nous nous sommes nous-mêmes enchaînés. Nous sommes devenus pires que lorsque nous étions colonisés. Parce que là, nous ne sommes pas esclaves des Blancs, mais nous sommes esclaves de nous-mêmes. Même lorsque nous disons que le Rwanda nous attaque, à juste titre, et c'est pourquoi vous savez que nous-mêmes, nous sommes très engagés à dénoncer ce que le Rwanda fait dans notre pays, avec la complicité de la communauté internationale. Mais ces gens-là ne sauraient pas faire tout ce qu'ils faisaient si nous étions réellement libres. Parce que l'Égypte a beaucoup de richesses, mais les Américains et les autres ne vont pas s'aventurer là-bas pour dicter leurs lois en Égypte. Et non plus en Arabie Saoudite, au Qatar, tout ça. Au contraire, ils viennent se courber parce qu'ils veulent recevoir du pétrole, ils veulent recevoir de l'argent. C'est vraiment exactement ça. Et cette lutte-là, nous pensons qu'il y a maintenant notre génération qui doit s'élever pour briser nos chaînes. Non pas les chaînes que les colons nous a mis, mais les chaînes que nous-mêmes nous sommes scellés. Il faut que nous puissions nous affranchir de nous-mêmes, nous affranchir de nos tares, nous affranchir de nos faiblesses, nous affranchir de notre manque de sérieux, nous affranchir de notre manque de vision, de tout ce qui nous empêche comme on dit en lingala, il y a le rêve que nos pères fondateurs avaient et pour lequel ils ont sacrifié leur vie. Et pour ça, nous devons nous-mêmes être prêts à sacrifier nos vies, même s'il le faut. Et c'est pourquoi, moi, personnellement, et mes équipes, nous ne prenons pas, on va dire, on n'a pas peur d'affronter les dangers, d'aller même jusqu'au front là-bas pour réconforter le jeune comme nous, les Wazalendo qui se battent pour défendre notre pays. Ce ne sont pas que des jeunes de groupes armés. La plupart sont des étudiants, des jeunes enseignants, des gens qui faisaient les champs, et même parfois certaines femmes qui se sont décidées et se sont dit que nous n'allons pas attendre que l'ennemi vienne nous tuer chez nous. Comme la mort est certaine, en restant ici ou en allant nous battre, vaut mieux nous battre, arme à la main, nous battre avec dignité en essayant de défendre notre territoire. Et c'est cette lutte-là que nous voulons continuer. Et elle est incarnée notamment par la lutte sur l'intégrité, pour l'intégrité territoriale de notre pays. Mais à côté, évidemment, nous faisons cette sensibilisation-là, cette pédagogie-là, pour faire réaliser à notre peuple que c'est lui qui a la clé. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est parce que lui a justement cédé son pouvoir à ces gens-là pour le malmener comme il le malmène. Mais il y a possibilité de pouvoir reprendre le pouvoir et de pouvoir redonner le pouvoir
le pouvoir au peuple. Et c'est cela la lutte de Congo Prospère. Alors, vos contenus que vous mettez en place, la documentation, vos recherches également, vous êtes allé sur le terrain, on nous a balancé ces images, on va y revener. Vous nous disiez, vous étiez où exactement? Gaëtan, oui. Je pourrais venir à la Fédération des forces. Ouais. Ça aussi, c'est une, je ne vais pas dire une particularité, parce que les autres les font, mais ils fédèrent les forces lorsqu'ils veulent tous concourir à certains intérêts qu'ils vont se partager. Et parfois, aussitôt que les intérêts sont là, ils se dispersent parce qu'ils ne se sont pas convenus ou entendus sur le partage de ces intérêts-là. Mais nous ne pensons pas avoir le monopole de l'amour du pays. Nous ne pensons pas être les seuls à avoir une vision pour le pays, à être des patriotes. Nous pensons qu'il y a d'autres formations politiques qui les font. Et c'est pourquoi, l'année passée, lors de notre conférence le 30 juin, on avait principalement ciblé la jeunesse. Il y avait Francine Mouyumba, kabiliste, Cynthia Katanga, ensemble. Il y avait Nadège Moutouti, Matata Pogno, il y avait Christian Bossembe, il y avait Tina Salama, il y avait d'autres jeunes. C'est-à-dire qu'on a réuni la jeunesse de toutes les classes politiques, de toute tendance politique, pour que nous puissions non seulement lancer un message à notre peuple et à nos dirigeants, mais aussi commencer à conditionner la jeunesse à réaliser que nous avons plus en commun, nous avons plus intérêt à nous mettre ensemble pour faire avancer le pays, plutôt que des choses qui nous divisent. Et ce sont des choses qui nous sont soufflées à l'oreille par ceux-là qui ont intérêt à ce que nous soyons divisés pour, être affaiblis et continuer à être à leur service, plutôt que de continuer sur ce chemin-là. Il est de notre intérêt. Je ne demande pas aux gens de venir adhérer à CPG, je ne demande pas aux gens de venir adhérer à notre vision. Chacun peut rester là où il pense être convaincu de mener son combat, mais en gardant son indépendance, en gardant son autonomie, à adhérer à l'UDPS, à adhérer au PPRD, à adhérer à Ensemble, à adhérer au LGD et à toutes ces formations politiques-là pour les bonnes raisons. Pas parce que c'est mon oncle, pas parce qu'il fait partie de mon ethnie ou de ma province, pas parce qu'il a donné du travail à mon père ou tout ça, pas parce qu'il a de l'argent et qu'il a le pouvoir. Non, pour une vision, pour ce que vous êtes qui est en accord avec ce que promeut la formation politique, et c'est là que vous adhérez. Et c'est le combat que nous faisons notamment dans cette fédération de force avec la jeunesse, pour qu'on ne voit pas nos casquettes politiques et nos couleurs politiques, mais qu'on voit avant tout la patrie et seulement la patrie. Ah ben c'est quand même extraordinaire ce que vous faites pour l'intérêt de la nation. Vous êtes prêt à transcender les clivages politiques. Notamment cette grande conférence. Je l'avais même oublié quand vous en parliez. Je me suis dit, mais d'où vous est venue une telle fabuleuse idée, c'est assez à saluer. Aussi, je voudrais dire, vous mettez en place des contenus qui démystifient un peu le discours rwandais, un narratif victimaire, comme quoi on a été victime du génocide. Il y a eu Kibuka 30. Vous savez, c'est aussi il y a des choses à démystifier un peu, parce qu'on amplifie beaucoup de choses, comme s'il y a eu des génocides que des Tutsis, il y a eu des génocides qu'au Rwanda, pourtant il y a eu de Hutus qui ont été tués, et des Congolais, beaucoup de millions encore. Alors comment on fait le travail d'abord pour que en interne ici, que les Congolais prennent totalement conscience de nombreuses fois on a été victime des Rwandais, et puis à l'international pour que la communauté internationale puisse changer de discours en notre faveur. Parfait. Nous avons principalement 3 cibles. Ouais. Notre cible prioritaire, c'est notre propre population. Parce que nous disons que nous ne sommes victimes d'abord que de nous-mêmes. Ouais. Parce que ceux-là qui font ce qu'ils font dans notre pays ne peuvent le faire et n'ont pu le faire durant toutes ces décennies que par notre permission, parce que nous l'avons permis, parce que nous nous sommes laissés faire, parce que nous avions donné l'autorité à ceux-là qui ont vendu cette autorité-là à cause de certains intérêts qui leur sont propres. Et c'est pourquoi nous sommes esclaves aujourd'hui. Et donc nous sensibilisons notre peuple sur la nécessité de pouvoir prendre conscience de changer de paradigme, de changer de comportement, de changer d'attitude, d'embrasser une nouvelle façon de faire la politique et de la concevoir, de donner le pouvoir à des gens qui sont porteurs d'une vision et d'un amour inconditionnel pour la patrie, qui ont fait leur preuve justement, pas seulement par des discours, mais par des œuvres, comme on dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Aujourd'hui, là, nous avons atteint une certaine maturité démocratique et politique qui fait que la population connaît plus ou moins tous ces acteurs politiques-là qui gèrent, qui font du bruit, même ceux qui sont dans l'opposition. Chacun a eu à un moment à être mis à l'épreuve et nous savons ce qu'il a produit comme fruit. Et donc, si en 2028, notre peuple se laisse duper,
c'est vraiment, je dirais, comme une malédiction. Mais je suis conscient que nous ne sommes pas maudits, nous sommes bénis. Il est juste question de pouvoir réveiller cette conscience-là pour que les gens se rendent compte qu'ils peuvent faire mieux. Le Rwanda, évidemment. Le Rwanda tue en RDC parce que le Rwanda, c'est comme cet hub-là que les Occidentaux veulent créer à côté de la RDC pour tirer, sucer toutes les ressources et que ça passe par le Rwanda pour partir. Pourquoi? Parce qu'ils ont un régime là-bas qui leur est rédévable. C'est un régime qu'ils ont fabriqué. Les gens ne le savent pas, mais Kagame a été formé aux États-Unis, formé par les services secrets américains, envoyé à côté de Museveni, lorsque Museveni était en train de conquérir le pouvoir pour chasser le dictateur Idi Amin Dada. Et juste quand Museveni a eu le pouvoir en Ouganda, il l'a nommé au service des renseignements. Et même James Kabarebe, tous ça, ils étaient ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des réfugiés Tutsis qui avaient fui le Rwanda. Le Rwanda, justement, ils sont allés en Ouganda. À la suite des exactions commises par les Hutus après la colonisation. Et après, ils ont conçu leur plan pour qu'ils aillent renverser Habyarimana, qui était le président... qui a bien dirigé le Rwanda aussi. Qui a très bien dirigé le Rwanda. Quelques décennies. Qui a très bien dirigé le Rwanda. Et alors, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Museveni va mentir que parce qu'il commençait à avoir des tensions, un peu comme quand ils sont venus ici avec Mouzé le père. Les gens se disaient, mais c'est quoi ces Tutsis, ces Rwandais qui sont venus ici et qui prennent tout le poste, tout ça. Okay. Il y avait une grogne au sein de la classe politique ougandaise et il devenait un peu gênant pour Museveni. Et les Occidentaux, comme leur plan arrivait à terme, la guerre froide avait été terminée, ils s'étaient retournés contre Mobutu et il fallait le faire tomber. Ils ont essayé par la voie démocratique avec la conférence nationale souveraine, des pillages. Les services secrets américains ont financé la déstabilisation du Zaïre pour affaiblir le pouvoir de Mobutu, parce qu'ils avaient les yeux sur les ressources naturelles de l'Est qui constituaient justement cette manne-là qui allait servir à la transition technologique que eux s'est préparé pour leur armement et leurs industries. Ils avaient besoin du coltan, de tout ce que nous avons comme richesse à l'est du pays. Là. Et Museveni va mentir que ces gens-là, Kagame et ces gens, ont volé des armes et sont partis avec pour faire leur rébellion au Rwanda. Et il n'a pas seulement donné les armes, mais il a donné aussi des hommes, parce que les militaires ougandais combattaient aux côtés du FPR pour faire la rébellion. Ils ont commencé à conquérir des villages, ils ont perpétré des massacres, parfois certains massacres contre le Tutsi, parce qu'ils avaient compris qu'il fallait justement aller sur cette carte-là. Malheureusement, ils seront bloqués par les accords. Un peu comme maintenant, là. Ils ne savent pas avancer parce qu'il y a le processus de Luanda, il y a tout ça, parce que même s'ils sont complices, la communauté internationale, ils font face au bon sens, parce que le monde observe que voilà, les gens sont disposés à discuter, à comprendre ce qui se passe. Il faut quand même que vous puissiez lever le temps pour que cela s'organise. C'était la même chose avec la Tanzanie qui faisait les bons auspices, avec les accords d'Arusha, tout ça. Et après, ça va aboutir aux élections législatives. D'abord, Kagame, avec le FPR, la branche politique, ne vont recevoir même pas un seul siège. Alors, ils vont comprendre que comme ils sont minoritaires et que les Hutus constituaient à l'époque près de 85% de la population, s'ils doivent aller dans les accords d'Arusha, qui justement consacraient le partage de pouvoir, un peu comme 1+4, mais avec en ligne de mire les élections qui devaient s'organiser. La voie démocratique. Et donc, vous voyez un peu comme le jeu de Joseph Kabila, il a partagé le pouvoir pendant un certain moment, il les a tous amenés aux élections, et là, il est sorti le seul maître du jeu, et il a gardé le pouvoir, et de façon démocratique, c'était le même plan. Kagame, voyant cela, il s'est dit, niet, si nous allons aux élections, ça ne va pas marcher. Mais toujours dans son jeu, il donne l'impression qu'il veut discuter, mais pendant ces temps-là, il est en train d'avancer dans un autre plan. La même chose qu'ils ont fait avec Mouzé, pendant qu'on essayait de trouver des compromis. Là-bas, ils l'ont assassiné, ouais. Ils ont créé des rébellions, après ils l'ont assassiné. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Habyarimana. Ils sont arrivés à signer ces accords-là. Qui étaient des bonnes foi aussi. Oui, qui étaient des bonnes foi et parfois un peu naïfs. Ah là là. Et qui savaient qu'on va les tuer. Et en revenant d'Arusha, malheureusement, ces jours-là, le 6 avril 1994, l'année de ma naissance d'ailleurs, on va le bombarder son avion et puis il va mourir. Son corps sera retrouvé dans les jardins même de son propre palais. Wow. Et les génocides vont commencer. Le terrain était déjà préparé. Paul Kagame savait qu'il fallait qu'il y ait génocide pour que lui puisse avoir un prétexte de pouvoir accéder au pouvoir.
Et il a même interdit les forces. Il y avait un peu comme la MONUSCO, hein, mais à l'époque c'était au Rwanda, une mission de maintien de la paix qui voulait intervenir pour arrêter les génocides. Mais Kagame a empêché les troupes onusiennes de pouvoir, accéder à certaines zones sous son contrôle. Ils ont marché sur Kigali, ils ont entre guillemets arrêté les génocides, mais en réalité, ils ont seulement couvert une partie du génocide contre le Tutsi, que nous dénonçons d'ailleurs, que c'était des actes odieux où on tuait des gens à la machette, tout ça. Certains Hutus aussi étaient tués. Mais malheureusement, lorsque nous les disons, les Rwandais nous disent oh non, c'était des Hutus modérés. C'est-à-dire ceux-là qui étaient contre les extrémistes, tout ça. Mais non, c'était des Hutus. Des termes appropriés. Voilà, des termes appropriés, tout ça. Même s'ils étaient modérés. Et même l'histoire de l'attentat contre l'avion, voilà, on dit que c'était des extrémistes. C'est qui est totalement archi-faux. Oui. Parce que c'est des gens qui avaient pu avoir une trêve. Parce qu'ils étaient réellement malmenés. Ils étaient malmenés, le pays était divisé et ces gens-là avaient la possibilité de marcher sur Kigali. Ils arrivent à obtenir une trêve par des accords. Ils vont se mettre ensemble pour diriger le pays. Même s'ils étaient mal à l'aise avec ça. Mais vaut mieux ça que laisser ces gens-là venir vous chasser avec leur rébellion qui est puissante et soutenue par les Occidentaux. Ils n'étaient pas bêtes, ni Arab Birimana, ni ceux-là qui l'entouraient. Quoique extrémistes, mais ils avaient quand même le bon sens. Avec les accords d'Arusha, ça ouvrait la voie à des élections, et des élections qu'ils allaient gagner, pour enfin récupérer le pouvoir de façon légale. Mais le plan était tout autre, pas seulement du FPR, de Paul Kagame, mais aussi des Américains, les Britanniques et les autres qui étaient derrière. Et ils ont fait comme ils ont fait, et ils ont poursuivi les Hutus jusque chez nous en RDC. Oui. Et c'est là que nos malheurs... C'est cette vraie histoire que vous mettez à la place de tout le monde. On vous traite des négationnistes, c'est comme ça, voilà, ça on est et l'armée numérique du Rwanda, tout ça, ça prend. Je voudrais savoir comment vous faites pour résister. Qui est derrière vous? Vous avez dit le président de la République, mais oui. Vous êtes soutenu financièrement parce que ce sont des moyens financiers aussi. Oui, ça c'est vrai. Eux sont très bien organisés. Ouais. Kagame dépense des gens de groupes armés qui tuaient les Tutsis, éventraient les femmes enceintes, toutes sortes d'atrocités. Et je me suis dit, niet.